capsule sur le chapitre 12 qui porte sur le courant alternatif. Donc, c'est une nouvelle forme de... Pas une nouvelle forme de courant, oui, une nouvelle forme de courant. Donc, jusqu'à présent, on a vu seulement du courant continu. Donc, le courant continu, c'était, par exemple, les piles, les batteries. Donc, c'est un courant que la tension est toujours la même, peu importe le temps. Donc, une pile, ça va donner toujours 1.5, 1.5, 1.5, que ce soit à t égale 0 ou à t égale 30 secondes, 20 minutes. C'est toujours la même chose ici. Il y a un autre type de courant qui s'appelle le courant alternatif, un courant qui fluctue dans le temps. Donc, premièrement, quelle est l'origine de ce courant-là? Donc, je vais peut-être me tasser un petit peu parce que je vais présenter une image. Donc, c'est basé sur le chapitre 10, sur la loi de Faraday, donc qui dit que si le flux à travers un système fermé varie, il y a une FM induite qui est produite et le courant induit s'oppose à la variation de flux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici pour un courant alternatif? C'est relativement simple. On fait tourner un câble à vitesse constante dans un champ magnétique. En faisant tourner dans un champ magnétique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le flux varie en fonction du temps. Donc, il y a une image ici quelque part, où on voit le flux qui varie de façon sinusoïdale. Donc, à un certain moment, donc, il y a beaucoup de lignes qui traversent, à un certain moment, il y en a peu. Donc, cette croissance et cette décroissance-là varient de façon sinusoïdale. Et quand on applique la loi de Faraday à ce système-là, on trouve cette relation-là ici qui dit que la FM induite est donnée par cette relation-là. Ici, où N, c'est le nombre de tours, de fils de votre câble. Donc, plus qu'on a de tours, plus que N est grand. B, c'est le champ magnétique. A, c'est l'air du câble. Oméga, c'est la vitesse de rotation. Donc, c'est une vitesse uniforme, une vitesse angulaire uniforme ici. Et tout ce qui est devant ici représente ce qu'on appelle l'amplitude, donc la valeur maximale de votre fonction. Donc, ça veut dire que si on dessine la fonction comme ceci, ceci serait notre 1 max. Petite chose à faire attention, donc à l'examen, dépendant des problèmes, ça peut arriver qu'on vous demande de démontrer d'où vient le 1 max en fonction des paramètres de départ. Des fois, on va vous le donner directement, on va dire que le 1 max de la source, c'est 20 volts. Des fois, on va dire, on donne le nombre de tours de fil, etc. Donc, il va falloir être capable de démontrer ça, et cette démonstration-là, on l'a faite dans le chapitre 10. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus comme point d'introduction? Le oméga, c'est la vitesse de rotation. Cette vitesse-là porte un nom, souvent on l'appelle la fréquence angulaire, comme ceci. Et la fréquence angulaire, théoriquement, c'est pas une nouvelle équation, elle est sur votre feuille de formule, c'est en fin de compte, c'est comme la vitesse. Donc la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc ici, c'est distance angulaire sur le temps. Donc quand on fait un tour, c'est 2π. Combien de temps ça prend pour faire un tour? C'est grand T, une période. Et 1 sur la période, c'est aussi donné par la fréquence. Donc si on met la fréquence en Hertz, multiplié par 2π, ça va donner la fréquence angulaire. Ou des fois, on appelle la vitesse angulaire, mais en électricité, c'est plutôt la fréquence angulaire, qui sera en rad par seconde ici. Et juste une dernière petite chose, parce que je n'ai pas fait de plan précis. Dans un circuit, quand vous avez une source de courant alternatif, à quoi ça correspond? Ça correspond à ceci. Donc, c'est cette forme-là. Donc, ceci, c'est la forme, et là, j'aurais dû effacer ça, pour une tension continue. Et quand vous avez une tension alternative, vous avez quelque chose qui varie avec une petite vague ici. Donc, quand on va brancher une source de FM alternative dans un circuit, il va aussi avoir un courant qui circule. Et la forme du courant sera possiblement la même forme que la tension. Donc, si on a une forme sinusoïdale pour la tension, le courant qui va circuler sera aussi une forme sinusoïdale. Donc, c'est que l'équation qui va donner le courant en fonction du temps va ressembler à l'équation de la tension. Donc, ça serait I qui serait égal à une valeur maximale fois sinus. Le courant va aussi de la même façon, donc oméga t, sauf à cause de l'interaction des éléments avec une bobine, avec un condensateur, avec une résistance, chose qui sera peut-être étrange, les deux n'arrivera pas au maximum au même temps. Donc, un va arriver au maximum à X secondes, et l'autre, ce sera à Y secondes qui va atteindre son maximum ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, les deux fonctions seront décalées l'une par rapport à l'autre, et pour indiquer ce décalage-là, on va rajouter un terme dans l'argument du sinus. Et ce terme-là, on l'appelle comment? On l'appelle le
déphasage. Donc souvent, on utilise déphasage, mais ce n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est une différence de phase. Donc, la différence de phase ici. Donc, comme c'est un angle, donc, et à l'intérieur de sinus, tout doit être en radian ici. Donc, c'est-à-dire que cette différence de phase-là sera exprimée en radian. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus? Donc, dans certains cas, ça peut arriver que les deux signaux soient un arrive sur maximum en même temps que l'autre. Donc, ici, on fait les trois cas ensemble. Donc, et en rouge, ici, c'est le courant, en bleu, c'est la tension. Donc, ça peut arriver que les deux arrivent avec le maximum au même moment. Donc, dans ce cas-là, le phi sera égal à 0. Donc, on aura deux signaux en phase. Dans d'autres cas, qu'est-ce qui va arriver? Donc, si on regarde ici, l'axe ici, c'est l'axe du temps. Qui apparaît sur maximum en premier ici? Ici, c'est la tension. Et après, c'est le courant. Donc, ici, on va dire que le courant est en retard par rapport à la tension. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps avant d'arriver à son maximum ici. Ou encore, par rapport au courant, la tension est en avant. Donc là, ça dépend. Est-ce qu'on veut me dire que travailler avec la tension en avance ou en retard ou le courant? Donc ça, c'est à vous de choisir. Et pour que ça fonctionne au point de vue mathématique, c'est sûr que quand on arrive à un maximum, il faut que l'argument doit donner pi sur 2. Donc, ici, dans ce cas-là, avec un temps très petit, on sait que oméga t ici donne pi sur 2. Donc, si je laisse aller le temps, c'est-à-dire que ce terme-là va dépasser pi sur 2. Donc, il faut que j'en soustrais pour revenir à mon maximum ici. Et là, comme je dois en soustraire, il faut nécessairement que phi soit plus grand que 0. Si je mets un phi plus petit que 0, je vais en additionner oméga, donc ça veut dire que je vais devenir encore plus loin de pi sur 2. Donc ici, il y a une certaine logique, mais personnellement, j'essaie de m'en souvenir par cœur, mais en tout cas, c'est une des seules parties que j'aime pas dans ce petit bout-là ici. C'est de se souvenir, bon, si c'est le courant qui est en retard, phi est plus grand que 0. Et on a le cas inverse. Si c'est le courant qui est en avant, donc si le courant, son sommet arrive en premier, suivi de la tension. Donc ici, on a une tension qui est en retard. Donc quand on a un courant qui est en avance, c'est l'angle de phase, ou la différence de phase ici, qui est une valeur négative pour que ça puisse concorder dans l'équation ici. Passons au côté pratique de cette capsule-là. Donc, on peut faire des expériences avec le courant alternatif, donc c'est pas tellement compliqué, donc on peut faire à peu près les mêmes expériences que vous avez fait précédemment. Donc, il faut prendre des mesures. Donc, en courant continu, c'était ça, donc il y avait juste un type de tension, un type de courant, c'était réglé. Or, quand on travaille avec le courant alternatif, on peut définir nos mesures de trois façons. Il y a trois façons différentes de définir une mesure. Donc, un petit rappel, bon, donc, une tension, là, je vais juste parler de la tension alternative, mais le courant alternatif, c'est la même logique en arrière de ça ici. Donc, quand j'ai une tension alternative, la tension varie un max. Donc, un max, c'est quoi? C'est le sommet de votre signal fois sin d'oméga t ici. Donc, il y a trois termes qu'on peut trouver. Le premier terme, c'est la valeur instantanée. Donc, la valeur instantanée, c'est quoi? C'est la valeur à un moment précis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit insérer à l'intérieur de notre t. Donc, est-ce qu'on veut l'avoir à 2 secondes, 3 secondes, 1,5 secondes? Et en mettant ça intérieur, on obtient la valeur instantanée, la valeur à un moment précis. Or, est-ce qu'on est capable de voir ou de mesurer cette valeur-là? Oui, cette valeur-là. La réponse est oui. J'allais dire la réponse avant la question. C'est avec un appareil qui s'appelle un oscilloscope. Donc là, je vais présenter ici une image d'un oscilloscope. Donc, un oscilloscope, en fin de compte, c'est un multimètre. Donc, en fin de compte, c'est un voltmètre avec un écran qui visualise le signal en fonction du temps. Donc, l'axe horizontal, c'est le temps. L'axe vertical, c'est la tension. Donc, on branche en parallèle aux bornes de notre source, de notre résistance, et on voit la forme se tracer à l'écran. Donc, un oscilloscope, c'est très utile. Donc, vous allez l'utiliser dans votre troisième cours de physique pour voir des signaux entre deux haut-parleurs. Donc, ici, on peut aussi voir du son. Donc, on rentre le son avec un micro intérieur, puis on voit la forme du son apparaître sur l'écran. Donc, c'est un appareil très, très intéressant. Donc, en fin de compte, c'est l'œil du scientifique, du physicien, de la physicienne. Donc, on peut voir des signaux électriques ou des signaux, n'importe quel signaux qui fluctuent en fonction du temps. Donc, l'important, c'est de convertir ce signal-là en signal électrique pour que l'oscilloscope soit capable de le lire ici.
Donc, l'oscilloscope nous permet de voir la valeur instantanée ici, mais aussi, l'oscilloscope permet de voir qu'est-ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, qu'est-ce que l'amplitude? C'est la plus grande valeur atteinte par notre signal ici. Donc, l'amplitude, souvent, on va les désigner par soit E max, si on utilise la tension, ou I max ici. Donc, quand on va écrire un petit peu plus tard la loi d'Ohm, des fois, on va utiliser I max et E max. Donc, ça dépend, bon, ça dépend de, je peux peut-être du milieu. Donc, des fois, on va utiliser, bon, l'amplitude, ou encore, on va utiliser ce qu'on appelle l'autre possibilité de définir le signal alternatif, c'est ce qu'on appelle la valeur efficace. Qu'est-ce que la valeur efficace? Elle est subtile. Donc, on peut trouver, donc vous avez vu que les multimètres que vous avez utilisés, le Fluke ou l'Exiglan, il y avait des AC et des DC. Et qu'est-ce qui arrive quand je mets un multimètre aux bornes de résistance, aux bornes d'un condensateur? On pourrait peut-être s'attendre, hey, on va avoir un signal qui est foutu. C'est-à-dire que je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 2, nanana. Et pourtant, quand on branche un multimètre aux bornes d'une résistance, aux bornes d'une source, on voit une valeur qui est fixe. Cette valeur qui est fixe-là, c'est pas nécessairement ce n'est pas la valeur maximale de votre sinus ici. C'est une valeur qu'on appelle une valeur efficace. Une valeur efficace, c'est une genre de valeur moyenne de votre signal ici. Sur quoi est basée ou quelle est la définition de la valeur efficace? Donc ici, j'ai dit deux circuits identiques. Donc ici, une résistance branchée à la même résistance ici, une source alternative et une source avec une tension continue, que j'appelle une tension efficace ici. Et comment que je détermine la façon efficace ici? Il faut que l'énergie, donc j'ai un courant qui circule ici, dans la résistance, il y aura de la puissance, de l'énergie qui sera dissipée. Il faut que l'énergie qui soit dissipée dans ce système-là soit la même qu'ici. Sauf qu'ici, il y a un problème. Compte tenu de la forme du signal, donc des fois, j'ai une grande tension ici, donc beaucoup de puissance qui est dissipée ici. À un moment donné, la tension tombe à zéro, plus de puissance ici. Donc, il va falloir plutôt prendre sur un C complet. Donc, si je prends sur un C complet, la puissance moyenne qui serait dissipée ici, donc pour mon système de gauche, devrait être égale à la puissance qui est dissipée par une source de tension qui serait alimentée par ce qu'on appelle une tension efficace. Donc, ce serait le P efficace. Donc, il faut que les deux puissances soient les mêmes ici. Donc, si on développe ici de ce côté-là, la puissance, c'est delta V carré sur R ici. Ici, c'est delta V carré sur R ici. Donc, ici, ce serait le V efficace qui sera de ce côté-là ici. Donc, les R ici vont disparaître. Donc, comme j'ai besoin d'espace, je vais les enlever de façon manuelle ici. Qu'est-ce que delta V? C'est ceci. Donc, c'est un max sinus de oméga t, tout ça au carré. Or, ici, on a une fonction qui fluctue en fonction du temps. Donc, il va falloir prendre la moyenne de cette fonction-là ici. Donc, ça va donner E max au carré fois sinus au carré de oméga t. Tout ça sera égal à delta V efficace au carré ici. Donc, la moyenne d'une valeur maximale, c'est une valeur qui est toujours la même. Donc, peu importe le temps qui s'écoule, le E max va s'en même. Donc, ça ne dérange pas ici. Mais la moyenne d'un sinus au carré, parce que ici, je vais rajouter ici, parce que je manque d'espace. Donc, ici, je vais rajouter le mot moyen ici. Un sinus au carré, c'est quoi? Donc, si je faisais la moyenne de sinus tout court, j'ai autant de valeurs positives que de valeurs négatives. Ça va donner 0 ici. Mais si je prends un sinus, là, je vais juste enlever ceci, et que je le mettais au carré. Donc, la partie négative devient au carré ici. Un sinus, tout seul, si j'oublie le terme qui est ici devant, ça va varier entre 0 et 1. Et là, ici, pour vraiment démontrer que si je prenais la moyenne de toutes les valeurs ici sur un cycle, la moyenne donne une demi. Il y a autant de valeurs en haut qu'en bas. Donc, c'est sûr sur un schéma, ce n'est pas évident. La façon de le trouver, c'est avec une intégrale. Donc, si on intègre la surface et on divise par le temps qu'a duré ce cycle-là, on arriverait à une demi ici. Donc, c'est que si je continue ici, donc j'ai un max qui est comme ceci, un max au carré. Je prends la moyenne de mon sinus au carré. Donc, la moyenne de mon sinus au carré, c'est une demi. Tout ça est égal à delta V efficace ici.
Et comme le but, c'est d'avoir une relation entre les deux ici, on va faire racine carrée à droite, racine carrée à gauche. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la valeur efficace, qui est la valeur qui sera donnée par le multimètre, donc une valeur qui sera fixe, sera égale à la valeur maximale de votre signal ici, divisé par racine de 2. Cette relation-là, je ne suis pas sûr, là c'est à valider, elle est peut-être sur votre feuille de formule, donc la relation entre une valeur max et une valeur efficace ici. On peut faire le même cheminement avec le courant, donc le courant efficace qui va circuler dans un circuit sera égal à la valeur maximale atteinte par le signal sur racine de 2 ici. Donc la valeur efficace, c'est une genre de valeur moyenne qui permet de dire si j'ai cette valeur-là dans ce circuit-là ici, donc supposons que je mettais, bon, là j'aurais dû faire des calculs ici, donc si je trouvais que mon E max c'était 100, donc quelle valeur efficace que je vais mettre ici pour avoir la même dissipation d'énergie, donc je fais 100 sur racine de 2, ça va donner autour de 70, 74, ça va donner ici la tension que je vais mettre pour que l'énergie qui soit dissipée ici et l'énergie qui soit dissipée là soit exactement la même. Donc une valeur efficace, c'est une valeur constante qui donne le même taux d'énergie dissipée dans une résistance ici. Donc, quand il sera le temps d'analyser les circuits en courant alternatif, il y a quelque chose qu'on peut reprendre des chapitres 7, 5, 6, 7 plutôt, c'est la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm va toujours continuer de s'appliquer dans les circuits en courant alternatif ici. Donc, un petit rappel de la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, c'est le rapport de delta V sur I qui est égal à R, qui représente la résistance d'un élément ici. Or, ici, pour faire la différence entre résistance, quand on parle du mot résistance pour courant continu, quand on parlait de l'opposition d'un élément face au courant alternatif, on va parler de réactance. Et chaque élément aura sa réactance qui sera propre. Donc, si on travaille... Et bon, j'aurais planifié des choses comme il faut. Donc, dans les équations, le symbole de la réactance, ça sera un X majuscule. Et la réactance, comme c'est l'opposition d'un élément face au courant, donc plus que la réactance est grande, moins que le courant va circuler facilement dans le circuit, cette réactance-là est en ohm ici. Donc, dans les circuits que vous allez analyser, il y aura 3 types de réactance. Il y aura, premièrement, la réactance résistive. Donc, ce symbole-là, ça sera un XR. Et qu'est-ce que XR? Ce sera delta VR sur I. Donc, si je fais le rapport de la tension borne de la résistance sur le courant qui circule dans cette résistance-là ici, ça me donnerait la réactance résistive ici. Et tantôt, dans la suite de la capsule, on va voir que le XR a une équation et les deux autres auront aussi des équations par la suite ici. Le deuxième type ici, je vais aller, c'est pour une inductance, donc ça serait la réactance inductive. Donc ici, c'est quand on a une bobine, donc quand on a une inductance ici, inductance ici. Là, je vois que je vais manquer d'espace, mais c'est pas si grave que ça. Le symbole de l'inductance, la réactance inductive, ce sera un XL ici. Et qu'est-ce que XL? Ce sera delta VL, donc la tension au bord de la bobine sur le courant, qui va donner la réactance inductive ici. Et la dernière réactance, c'est la réactance capacitive. Donc, c'est quand on est au bord d'un condensateur. Donc, le condensateur aura sa résistance propre. Elle sera ici symbolisée par XC. Qu'est-ce que XC? Ce sera delta VC sur ici qui va donner la réactance capacitive ici. Or, il y a un autre terme qui va apparaître dans le chapitre. C'est qu'est-ce qu'on appelle l'impédance. Donc, l'impédance ici. Le symbole, ça va être un Z majuscule ici. Qu'est-ce que l'impédance? C'est quand on va regrouper des réactances ensemble. Donc, c'est la réactance totale d'un circuit
ou là je marque de circuit ou d'une partie de circuit ici. Donc supposons, j'ai une résistance, j'ai une bobine, donc chacun a leur réactance. Ils vont être en série, on va voir comment on les additionne après. Donc, on va pouvoir additionner des réactances parce que c'est des ohms et des ohms, donc on peut les additionner ensemble pour trouver la réactance totale d'un élément ici. Donc cette réactance-là, c'est Z. Et on pourrait dire que le Z ici, bon, si on prenait le circuit au complet, donc supposons que, là je vais juste dessiner juste pour avoir un petit aperçu. Donc j'ai ça ici, donc j'ai une résistance, j'ai un condensateur, j'ai une bobine L ici, comme ceci. Donc si j'étais capable de regrouper ces trois termes-là ensemble pour trouver la réactance ici, qu'est-ce que ça sera? Donc je m'aperçois que la tension totale, c'est la tension de la pile ici, sur le courant qui va circuler dans le circuit ici. Donc, c'est la loi d'Ohm appliquée dans les trois cas ici. Or, il y a quelque chose à faire attention quand vous allez appliquer cette loi-là. Il faut que les deux termes soient cohérents. La tension que vous mettez et le I soient cohérents. Donc ici, j'ai juste mis des delta V et des I, mais normalement, qu'est-ce qu'on devrait marquer? C'est soit un delta VR max sur un I max ici, ou encore, on travaille avec les valeurs efficaces, donc delta V efficace de la résistance sur le I efficace qui circule dans le circuit, qui permet de trouver le XR. Même chose pour le XL, donc ce serait le delta VL max sur I max, ou le delta VL efficace sur le I efficace, qui va donner le XL ici. Donc ici, quand vous allez employer la loi d'Ohm, il faut que les deux termes de tension et de courant soient dans la même forme, donc soit des valeurs efficaces ou des valeurs maximales ici. Donc, passons à la partie élaborée de cette capsule-là, c'est de faire des démonstrations. Comment se comporte un condensateur, une résistance et une inductance dans un circuit avec une source de courant alternative. Donc, on va commencer par le premier cas, qui est la résistance. Donc, on place une résistance en parallèle avec un générateur alternatif ici. Petit rappel des choses qu'on connaît. Donc, on sait que la tension alternative, c'est une tension qui varie en fonction de zone, donc en fonction de sinus comme ceci. Le courant, à cause de l'interaction, varie aussi en fonction de sinus, mais il peut avoir un décalage ici, dans ce cas-là ici. Et la loi d'Ohm s'applique toujours. Donc, la loi d'Ohm, c'est toujours le rapport de le courant et le rapport de la tension sur la réactance ici. Donc, delta V sur R va donner notre I ici. Donc, on va partir ici, puis on va développer cette équation-là ici. Donc, on sait qu'au bord de la résistance, il y a un courant qui circule ici. Donc, on pourrait dire que I serait égal à delta VR sur R ici. Or, delta VR, comme on est en parallèle, delta VR va correspondre aussi à la tension de votre source ici. Donc, ça veut dire que si votre source varie en fonction d'un sinus, la tension au bord de la résistance va aussi varier en fonction d'un sinus. Donc, c'est que le côté droit va devenir delta VR sinus de oméga t ici, tout ça sur R ici. De l'autre côté, notre I varie en fonction d'un sinus, donc ce sera aussi égal. Ici, il faut faire attention, normalement, ce serait delta VR max, parce que c'est l'amplitude ici, donc ce serait I max sinus de oméga t moins phi ici. Et le côté droit et le côté gauche devraient être identiques. Donc, pour qu'ils soient identiques, ici, je n'ai pas de termes qui s'additionnent au sinus ici. Donc, il faut que de l'autre côté, il ne faut pas que j'ai des termes qui s'additionnent au sinus ici. Donc, ça implique que quand vous avez une résistance, le déphasage ou l'angle de phase entre les deux signaux sera de 0. Donc, première chose ici. Deuxième chose, tiens! Ceci, c'est ma loi d'Ohm. Donc, I max est égal à delta V max sur R ici. Or, d'après la loi d'Ohm qu'on a développée en fonction de la réactance, donc tout ça est égal à delta V max sur XR ici. Et là, les delta V s'annulent. Et on trouve que la réactance inductive, c'est en même temps juste la résistance ici. Donc, il n'y a pas une résistance en courant alternatif ne fait pas grand-chose. Parce qu'ici, qu'est-ce qui arrive? Quand la tension sera maximale au bord de la résistance ici, c'est à ce moment-là qu'il y aura le plus grand champ électrique. Si c'est à ce moment-là qu'il y a le plus grand champ électrique, c'est à ce moment-là que les charges vont être en plus grand nombre ici. Donc, sans plus grand nombre, au moment où delta V est max, quand delta V égale 0, pas de tension,
pas de champ électrique, pas de courant. Donc, quand les deux sont minimum, quand delta V est minimum, I est minimum. Si delta V est max, I est max. Donc, ce n'est pas une résistance en courant alternatif. Ça n'a pas de grandes choses importantes ici. À part ces deux. Donc, à part que, là, je reviens rapidement, que la différence de phase entre les deux est de 0, ça sera important ici, et que la réactance, ça sera seulement la résistance de votre résistance ici. Passons maintenant au condensateur. Donc, on va commencer par faire une approche qualitative pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce condensateur, puis on va revenir dans le chapitre 7 avec les circuits RC. Donc ici, j'ai mon condensateur qui est relié à une FM alternative. Ici, j'ai marqué ma forme de mon sinus, donc de ma source de tension ici, et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le condensateur. Donc, comme les deux sont en parallèle, donc il y a les mêmes delta V ici. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 7? Donc, on a vu que quand delta V est égal à 0, donc Q est égal à C delta V, donc ça veut dire que Q est aussi égal à 0 à ce moment-là. Si je n'ai pas de charge ici, c'est à ce moment-là que le courant c'est plus facile de se déplacer vers le condensateur. Donc, quand, je vais prendre de la couleur, ça peut être plus joli. Donc, quand la source de tension est 0, delta V est 0, delta V est égal à 0, c'est sûr. Q est aussi égal à 0, donc j'ai un condensateur non chargé, et un condensateur non chargé, c'est à ce moment-là que c'est le plus facile d'aller en rajouter ici. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on aurait un courant maximal. Au fur et à mesure que la tension augmente, le condensateur se charge de plus en plus. Et quand on arrive au maximum, là, on ne peut plus aller en mettre sur le condensateur. Si on ne peut plus aller se déposer, ça veut dire à ce moment-là, le courant sera rendu à 0. Et on sait que le courant aura aussi une forme sinusoïdale. Et là, si on commence à tracer ça ici, et là, c'est aussi le problème, tracer ces courbes-là, on va obtenir quelque chose comme ceci, quelque chose comme ça, quelque chose comme ceci. Donc, on aura un courant qui sera décalé par rapport à la tension. Donc, le courant va avoir atteint son maximum avant la tension ici. Donc, ici, on pourrait dire que la tension est en retard ou le courant est en avance ici. Et quand on a un courant qui est en avance, c'est un angle de phase négatif ici. Et on pourrait même voir, si on était vraiment précis, que la différence entre ce sommet-là et ce sommet-là, c'est un quart de cycle. Un cycle complet, c'est 2π. Donc, c'est un quart de cycle. On devrait s'attendre que l'angle de phase ou le déphasage entre les deux serait de moins π sur 2 ici. Donc, ça, c'est l'aspect qualitatif. Donc, on va regarder maintenant l'aspect quantitatif. Donc, est-ce qu'on peut démontrer avec les équations que c'est bien moins π sur 2? Et quelle sera l'expression de la réactance pour un condensateur? Donc, on part avec ce qu'on connaît. Donc, ces deux éléments-là sont en parallèle. Donc, c'est-à-dire que la tension au bord de la source sera la même chose que la tension au bord du condensateur. Donc, c'est-à-dire que la tension au bord du condensateur sera une fonction sinusoïdale. On revient dans le chapitre 5. On a vu que la charge sur le condensateur c'est égal à C fois delta V. Et que le courant dans le chapitre 6, on a dit comme delta Q sur delta T, mais si delta T tend vers 0, ça correspond au taux de variation de la charge en fonction du temps ici. Donc, on va tout mélanger ça pour trouver une nouvelle relation ici. Donc, on part avec ici. Donc, I est égal à dQ sur dt. Or, Q, c'est égal à C fois delta V. On laisse l'intérieur ici. On doit dériver qu'est-ce qui est à l'intérieur ici. Donc, C, c'est la capacité constante. On sort. Delta V, c'est donné par cette expression-là. Donc, et là, peut-être on attend mon champ en background. Donc, si on dérive ceci, donc delta V, c'est max, on sort. Dérivé d'un sinus devient un cos. Et on doit aussi dériver l'intérieur du cos. Donc, si on dérive l'intérieur du cos par rapport au temps, il nous reste oméga t ici. On regroupe les termes ensemble. Ah, avant de regrouper les termes ensemble, comme on travaille toujours avec des fonctions sinus et non des fonctions cosinus, il y a toujours moyen de transformer un cos en sin. Donc, la propriété de Trigo qui permet de passer d'un cos à sin, c'est que cos de θ est égal à sin de θ plus pi sur 2. Donc, j'ai pris mon oméga t. Mon cos oméga t, j'ai transformé en sin ici. Ça me donne cette relation-là ici. Et là, maintenant, on travaille un petit peu ici. Donc, on sait que le courant a aussi une forme sinusoïdale. Donc, cette forme-là, c'est quoi? C'est I max est égal à sinus de
oméga t moins phi ici. Donc, pour que il faut que le côté droit et le côté gauche soient identiques. Donc, en fait, si ça va être identique, il faut que ça et ça soient égales. Donc, il faut que oméga t moins phi soit égal à oméga t plus pi sur 2 ici. Donc, les oméga t s'annulent. Et on trouve ici que phi sera égal à moins pi sur 2. C'est qu'est-ce qu'on a introduit de façon qualitative. Yeah! On est bien parti ici. Donc, c'est beau. Donc, c'est-à-dire qu'ici, le courant est en avance sur la tension, mais vous allez voir plus tard, j'ai mieux parlé de la tension par rapport au courant. Donc, ici, on a une tension qui sera en retard par rapport au courant. Donc, c'est-à-dire que c'est le courant qui va apparaître maximum en premier et la tension qui va apparaître son maximum en second. Là, il reste à trouver ce qu'on appelle la réactance capacitive. Donc, on sait que IM, c'est égal à delta Vm, ici, sur la réactance. Donc, c'est la loi d'Ohm. Donc, delta V est égal à... la réactance, c'est la tension sur qu'est-ce qui s'oppose au courant ici. Or, ce terme-là qui est ici, devant le sinus, ça devrait être la même chose de l'autre côté. Donc, IM est aussi égal à ceci. Donc, c'est égal à C oméga, delta VCM, VC max ici. Ici, j'ai oublié mon VC. Mais si j'ai Imax, c'est-à-dire que j'ai delta V max ici. Donc, si on regarde ces deux termes-là ici, ça et ça s'annulent. Et on trouve, je vais continuer ici, que la réactance d'un condensateur sera donnée par 1 sur oméga C, où oméga, c'est la fréquence angulaire qui est 2πf. Donc, c'est qu'ici, plus que la source va osciller rapidement, moins que le condensateur sera résistif ici. Donc, c'est quelque chose qui décroît en 1 sur R ici. Donc, si on a quelque chose à souvenir ici, deux choses. On a démontré la réactance d'un condensateur. Donc, ça veut dire que sa résistance face au courant, son opposition face au courant alternatif, si c'est ici. Donc, cette formule-là, elle est sur votre feuille de formule, donc pas besoin de la démontrer. Et aussi, vous avez besoin de savoir, et vous allez voir que dans le cours, on va donner un truc pour s'en souvenir, qui est décalé par rapport à quoi? Donc ici, le condensateur, la tension pour le condensateur est en retard d'un quart de C, donc de pi sur 2 par rapport au courant. Mais ça, vous allez voir, vous allez s'en souvenir correctement avec le cours qui suit ce cours, qui va suivre cette capsule ici. Passons au dernier élément. Donc, comment une inductance réagit face au courant alternatif. Donc, le schéma le plus simple, donc vous avez votre réactance ici, votre source de tension alternative, votre réactance ici. Donc, on revient sur le chapitre précédent. Donc, on a vu que la réactance s'oppose au flux, à la variation de flux, en créant une FEM induite. Et cette FEM-là est donnée par L dIdt. Donc, on va, là, la démonstration se fait dans le sens inverse. Et là, je cherche un crayon de couleur ici. Je ne sais pas si ça va écrire. Est-ce que c'est écrit ici? Non, ça n'écrit pas. Donc, crayon à mettre à la poubelle. Tu vas ici. OK. Donc, un crayon qui écrit. Donc, ici, j'ai tracé le courant en fonction du temps. Qu'est-ce que dIdt? dIdt, c'est la pente. C'est le taux de variation ici. Donc, si je suis au sommet, donc quand le courant atteint sa valeur maximale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la pente est nulle, c'est-à-dire que la FM induite au bord de la bobine sera de 0 ici. Si on fait dIdt ici, c'est la plus grande pente positive ici. Donc, c'est-à-dire que EL atteindrait une valeur positive ici. Et si j'allais ici, ce serait la valeur la plus grande négative ici. Ici, pente nulle, on serait à 0 ici. Et si on relie ces points-là ensemble pour trouver la tension ici, comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça serait notre delta VL. Et on s'aperçoit qu'ici, c'est la tension qui est en avance sur le courant. Et quand on a cette situation ici, l'angle de phase, ou l'angle de déphasage, ou le déphasage sera plus grand que 0 ici. Et on pourrait même voir que c'est décalé d'un quart de cycle. Donc on doit s'attendre, quand on va le faire de façon mathématique, que la tension, c'est elle qui apparaît en premier, sera en avance de pi sur 2 dans le temps, par rapport au quoi? Où le courant est en retard de pi sur 2. Donc, il faut laisser aller un petit peu de temps avant de voir le maximum du courant arriver ici.
Là maintenant, on va passer à la partie mathématique. Donc, est-ce qu'on peut démontrer ça? Et est-ce qu'on peut trouver le XL, l'impédance d'une bobine? Donc, on commence ici. Donc, ces deux-là sont en parallèle. Donc, si ils sont en parallèle, ils ont les mêmes tensions. Donc, si c'est une tension qui varie de façon sinusoïdale, la tension au bord de la bobine va aussi varier de façon sinusoïdale. Or, qu'est-ce qu'on connaît? Chapitre 11, on sait que la tension au bord d'une bobine est donnée par LDI dt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va isoler les D ici. Donc, j'ai envoyé le dt de l'autre côté. J'ai envoyé le L de ce côté-là. Donc, ça donne que DI est égal à delta V sur L fois dt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer à droite et à gauche. Donc, si j'intègre DI, ça me donne ici. Si on intègre ceci, donc qu'est-ce que j'ai fait? Le delta VL, il y a une expression qui dépend, parce qu'on doit intégrer en fonction du temps. Là, je vais aller très vite. Donc, remplace mon delta VL par delta VL max sur fois sinus de t sur le L qui est ici. Je sors le constant. Il me reste l'intégrale d'un sinus de oméga t. Donc, si je regarde dans l'état d'intégration, l'intégrale de sinus, ça donne moins cos d'oméga t sur le terme ici qu'il y avait devant le t, donc oméga ici. Comme le but, c'est de comparer des fonctions sinus avec des fonctions sinus, je peux changer mon cos oméga t en sin d'oméga t moins pi sur v ici. Et là, je vais reconstruire ici parce que là, je manque un petit peu d'espace. Donc, le courant I serait égal à quoi? C'est I max sinus de oméga t moins pi ici. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a delta VL max qui est là. Le oméga L qui est ici. Et notre moins cos devient un sin de oméga t moins pi sur 2 ici. Et là, on fait la même chose qu'on avait fait précédemment. Donc, pour que ça soit cohérent, il faut que les deux arguments des sinus soient semblables ici. Donc, il faut que lui soit égal à lui ici. Donc, si on fait égaler lui et lui, on s'aperçoit que les oméga disparaissent. Moins, ça disparaît ici. Et on trouve la première chose, l'angle de phase est bien ici, ou le déphasage est bien de pi sur 2. Donc, ici, c'est comme si c'était un positif. Ici, ça veut dire que le courant est en retard sur la tension, ou la tension est en avance. Donc, au point de vue qualitatif, qu'est-ce qu'on a fait comme schéma? C'était bon ici. Et là, il nous reste à trouver l'impédance. Donc, l'impédance, c'est quoi? On va effacer ce petit boulet ici. On utilise la loi d'Ohm. Donc, I max, c'est quoi? C'est delta VL max sur XL ici. Donc, loi d'Ohm, tension sur qu'est-ce qui s'oppose dans le courant ici. Or, qu'est-ce qui est devant les sinus ici? Ça devrait être la même chose ici. Donc, si j'ai 3 ici, c'est 3, mais écrit de façon différente ici. Donc, on refait la même chose. Donc, delta VL max sur oméga fois L ici. Donc, ça et ça s'annule. Et on trouve que l'impédance d'une bobine en courant alternatif, c'est donné par oméga fois L. Donc, la fréquence angulaire fois la valeur d'inductance donne le XL ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus qu'une source va osciller rapidement, plus que la bobine va être résistée. Donc, elle s'oppose à une variation de flux. Donc, si le flux se met à varier vraiment rapidement, elle va s'opposer fortement. Si le courant ou la tension varie très lentement, elle va s'opposer très peu et il va laisser passer le courant plus facilement ici. Donc, cette équation-là, elle est sur votre feuille de formule. Et la seule chose qui n'est pas sur votre feuille de formule, c'est la différence de phase. Mais en classe, on va faire quelque chose pour se souvenir que dans ce cas-là, c'est la tension qui est en avance de pi sur 2 sur le courant. Donc, avec ça, ça termine la capsule d'introduction sur le courant alternatif. Peut-être vous avez pris des notes, peut-être vous n'en avez pas pris. Donc, c'est sûr que ça, c'est à vous de faire qu'est-ce que vous voulez là-dessus. Mais, on va ouvrir un secret ici. Si vous allez sur les A, j'ai déposé un document de théorie sur le chapitre 12. Donc, les premières pages, c'est sur la théorie qui reste à voir. Après ça, les pages qui suivent ou la page qui suit, c'est un ou des exemples. C'est juste un exemple qu'on va faire sur la théorie là-dessus. Donc, vous allez voir que un exemple, c'est suffisant. Et la dernière page du document est un résumé
de cette capsule-là ici. Donc, je fais ressortir les principes importants en une page. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de blablabla, c'est assez direct. Donc, c'est un résumé où on retrouve, bon, qu'est-ce que XL, qu'est-ce que XC, c'est quoi les différences, la différence de phase dans un circuit capacitif, dans un circuit inductif, valeur efficace, valeur max. Donc, si vous n'avez pas pris de notes, allez voir cette page-là à la fin du document qui se retrouve sur les A. Et peut-être juste avec ça, vos notes de cours seront suffisantes pour bien réussir ce chapitre-là ici. Donc, avec ça, ça termine la capsule d'introduction sur le chapitre 12. Je vous dis, yo tout le monde, on se revoit en classe et bon travail!